Les nouveaux territoires de Daesh, par le spécialiste du Moyen-Orient Thierry Messon. Bien qu'il n'y ait plus de raison d'être à la division des djihadistes entre Al-Qaïda et Daesh, les deux organisations perdurent à la guerre au Moyen-Orient élargi. Paradoxalement, c'est désormais Al-Qaïda qui gère un pseudo-État, le gouvernorat d'Idlib, et Daesh qui organise des attentats hors des champs de bataille, au Congo et au Sri Lanka par exemple. La libération de la zone administrée par Daesh en tant qu'État n'a pas signifié la fin de cette organisation djihadiste. En effet, si celle-ci est une création des services de renseignement de l'OTAN, elle incarne une idéologie qui mobilise les djihadistes et peut lui survivre. Al-Qaïda était une armée supplétive de l'OTAN que l'on a vu se battre en Afghanistan, puis en Bosnie-Herzégovine et enfin en Irak, en Libye et en Syrie. Ses principales actions sont des actes de guerre, sous la dénomination des Moudjahidines de la Légion arabe ou d'autres encore, et subsidiairement mais plus ouvertement des opérations terroristes comme à Londres ou à Madrid. Oussama Ben Laden, officiellement considéré comme l'ennemi public numéro 1, vivait en réalité en Azerbaïdjan, dans le Caucase, à la frontière avec la Russie, sous protection américaine, ainsi qu'en a témoigné une lanceuse d'alerte du FBI. Rappelons que les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington n'ont jamais été revendiqués par Al-Qaïda, qu'Oussama Ben Laden a déclaré ne pas s'y être impliqué et que la vidéo où il se contredit n'a été authentifiée que par son employeur, le Pentagone, mais a été jugée fausse par tous les experts indépendants. Alors qu'Oussama Ben Laden serait mort en décembre 2001, selon les autorités pakistanaises, et que le MI6 était représenté à son enterrement, des individus jouèrent son rôle jusqu'en 2011, date où les États-Unis prétendirent l'avoir assassiné, mais ne montrèrent jamais son corps. La mort officielle d'Oussama Ben Laden a permis de réhabiliter ces combattants égarés par leur méchant leader, de sorte que l'OTAN a pu, en Libye et en Syrie, s'appuyer visiblement sur Al-Qaïda, comme il l'avait fait en Bosnie-Herzégovine. Daesh, au contraire, est un projet d'administration d'un territoire, le Sunnistan ou califat islamiste, qui devait séparer l'Irak de la Syrie, tel qu'expliqué, cartes à l'appui, par un chercheur du Pentagone, Robin Wright, avant la création de cette organisation. Il fut directement financé et armé par les États-Unis lors de l'opération Timber Sycamore. Il frappa les esprits en installant une loi toute prête, la charia. Si les djihadistes d'Al-Qaïda et de Daesh ont été vaincus en Irak et en Syrie, c'est d'abord grâce au courage de l'armée arabe syrienne, puis de l'armée de l'air russe, qui a utilisé des bombes pénétrantes contre les installations souterraines des combattants et enfin de leurs alliés. Mais si la guerre militaire s'est achevée, c'est grâce à Donald Trump qui a empêché que l'on continue d'emmener de nouveaux djihadistes des quatre coins du monde, principalement de la péninsule arabique, du Maghreb, de Chine, de Russie et finalement de l'Union européenne. Autant Al-Qaïda est une force paramilitaire supplétive de l'OTAN, autant Daesh est une armée de terre alliée. Paradoxalement, alors que Daesh a perdu le territoire pour lequel il avait été formé, c'est Al-Qaïda qui en administre un, alors qu'il s'opposait à ce type de charge. Les Syriens ont repoussé les différents foyers djihadistes chez eux et ont enquisté la maladie dans le gouvernorat d'Idlib. Incapables de rompre avec ce type d'alliés de circonstance, l'Allemagne et la France les ont pris en charge, en termes humanitaires, de nourriture et de santé. Ainsi, lorsque les Européens parlent aujourd'hui de l'aide qu'ils apportent aux réfugiés syriens, il faut comprendre leur soutien aux membres d'Al-Qaïda qui ne sont généralement ni des civils ni des Syriens.
Au demeurant, le retrait des soldats US de Syrie ne change pas grand-chose tant qu'ils maintiennent leurs mercenaires d'Al-Qaïda à Idlib. Daesh ayant été privé de son territoire, ses survivants ne peuvent plus jouer le rôle qui leur était dévolu par les Occidentaux, mais uniquement une fonction comparable à celle d'Al-Qaïda, celle d'une milice terroriste. Au demeurant, de son vivant, l'État islamique pratiquait déjà le terrorisme hors du champ de bataille, comme on l'a vu en Europe dès 2016. Les attentats qu'il a effectués récemment, le 16 avril au Congo ou le 21 avril au Sri Lanka, n'avaient été anticipés par personne, y compris par nous. Ils auraient pu en outre être attribués indifféremment à l'une ou à l'autre organisation. Le seul avantage de Daesh sur Al-Qaïda, c'est son image barbare, encore que cela ne pourra plus durer. Si Daesh a pu subitement surgir en République démocratique du Congo, c'est en confiant son drapeau aux combattants des forces démocratiques alliées d'Ouganda. S'il est parvenu à agir de manière spectaculaire au Sri Lanka, c'est que les services de renseignement étaient entièrement tournés contre la minorité hindoue et ne surveillaient pas les musulmans. C'est peut-être aussi parce que ces services avaient été formés par Londres ou encore à cause de l'opposition entre le président de la République, Maithripala Sirisena, et le Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, qui entravait la circulation du renseignement. Le Sri Lanka est particulièrement vulnérable parce qu'il s'imagine trop raffiné pour pouvoir produire une telle bestialité, ce qui est faux. Le pays n'a toujours pas éclairci la manière dont plus de 2000 tigres tamouls ont été exécutés alors qu'ils avaient été vaincus et s'étaient rendus officiellement en 2009. Or, chaque fois que l'on refuse de regarder en face ses propres crimes, on s'expose à en provoquer de nouveaux en se croyant plus civilisé que les autres. Quoi qu'il en soit, les drames du Congo et du Sri Lanka attestent que les djihadistes ne désarmeront pas et que les Occidentaux continueront à les utiliser hors du Moyen-Orient élargi.